Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'utilisation de l'article 49.3, le rejet de la motion de censure à l'Assemblée nationale ont placé les députés hors du jeu politique décisionnel. Les revendications des manifestants descendus dans la rue depuis plusieurs semaines et les propositions syndicales ne se sont pas fait entendre. Alors on va parler de politique, pour tenter de comprendre s'il s'agit d'un épisode de plus dans la vie politique nécessairement mouvementée, d'une crise de régime, d'une crise de la démocratie. Bref, je laisserai les commentateurs avec lesquels je suis essayer de nommer les choses. Je vous les présente immédiatement. Claire Gatinois, bonjour, vous êtes journaliste au service politique du Monde. Marc Lazare, bonjour, vous êtes professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'UIS, autrement dit à Rome. Marc Lazare, on a entendu le président de la République évoquer la légitimité de la foule pour lui dénier sa légitimité. Qu'en pensez-vous ? Mais bonjour d'abord. Évidemment, ça évoque beaucoup de choses, ce mot foule, pour les historiens et pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire de notre pays, parce qu'il y a cette vieille angoisse, cette vieille inquiétude de ceux qui sont au pouvoir face au déchaînement de la fureur populaire, que ça soit à l'époque de la Révolution française, que ça soit au XIXe siècle, évidemment, avec les grands mouvements révolutionnaires, les insurrections, la Commune de Paris. La foule, elle est toujours dangereuse. Un historien très célèbre, malheureusement un peu oublié aujourd'hui, Louis Chevalier, parlait des classes laborieuses et des classes dangereuses. Donc cette idée que lorsque la foule se met en mouvement, elle peut être déchaînée, elle peut être violente, elle peut être insurrectionnelle. Gustave Le Bon, la psychologie des foules, évidemment, au XIXe siècle. Et c'est un mot qu'on emploie de temps en temps en France lorsqu'il y a justement ce type de comportement. Alors, par exemple, mai 68, la chienlit, disait le général de Gaulle. Et puis, pendant la crise des Gilets jaunes, donc très très récemment, de nouveau, ces accusations contre cette foule irresponsable, cette foule presque inconsciente et qui agit en quelque sorte sans rationalité. Alors là où c'est problématique, l'utilisation de ce mot aujourd'hui, semble-t-il, dans la bouche du président de la République, on va voir si c'est confirmé aux 13 heures lorsqu'il va intervenir. Est-ce que c'est pour se jouer la carte du parti de l'ordre ? Quel sens ça a ? À quoi fait-il référence ? Aux actions violentes auxquelles on assiste actuellement ou à l'énorme mobilisation sociale soutenue par les sondages, soutenue par une intersyndicale unie ? Et dans ce cas-là, évidemment, ces populations qui rejettent la réforme des retraites et qui considèrent en plus que l'utilisation du 49.3 est autoritaire ne peuvent vivre que très très mal cela. En revanche, il y a une chose dans son discours, peut-être qui est implicite, c'est l'opposition entre justement ce type d'action qui peut exister et la prééminence de la démocratie représentative, incontestablement. Si on a inventé le suffrage universel historiquement, c'était pour assécher les passions démocratiques, les passions des foules. Alors si c'est ça, ça peut être un sens, c'est-à-dire que ça peut engager un véritable débat, parce que, vous l'avez évoqué à l'instant, à travers tout ce que l'on vit actuellement, il y a effectivement la réforme des retraites, le malaise social, une interrogation sur les institutions de la Ve République, où est-ce qu'on en est, et puis toute une réflexion qui commence à s'amorcer sur la valeur de la démocratie représentative. Claire Gatinois, le discours d'Emmanuel Macron, qui était un discours d'appel à l'ordre, ce discours-là, comment s'inscrit-il dans la politique menée par le chef de l'État ? Alors, peut-être rappeler juste que ce discours dont vous faites allusion, auquel vous faites allusion, est celui que le chef de l'État a tenu hier face aux députés. Des députés qui sont aujourd'hui assez fracturés, embarrassés par tout ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, le chef de l'État, aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment d'un déjà-vu, puisque M. Lazare le rappelait tout à l'heure. À nouveau, on a le président face au peuple. Et dans ce contexte, dans cette espèce d'affrontement, Emmanuel Macron essaye de restaurer sa légitimité en expliquant que la foule qui s'adresse à lui dans la rue n'est pas plus légitime que les députés qui s'expriment au Parlement. Donc il joue un petit peu à la De Gaulle, effectivement, le garant des institutions, de l'ordre, en rappelant, comme il l'a fait hier, que l'utilisation du 49.3, ce qu'avait aussi évoqué Elisabeth Borne à l'Assemblée générale,
général avant-hier, n'est pas un outil de dictateur. C'est un outil qui appartient aux instruments de la Constitution, un outil légitime. Donc on a un chef de l'État en fait qui n'exprime pas de regret, qui ne donne pas le sentiment de vouloir tendre la main, renouer une écoute face à une population qui se sent à nouveau méprisée, mais qui essaye au contraire peut-être de cliver. Et puis, il y a une question d'ailleurs qui se pose sur le plan journalistique aussi, Claire Gatinois, l'importance que l'on doit accorder aux manifestations, aux différents types d'ailleurs de manifestations syndicales, manifestations peut-être plus spontanées, la manière dont celles-ci sont commentées, utilisées, je ne sais pas aussi quel terme employé par les différents politiques, qu'il s'agisse donc d'Emmanuel Macron hier dans son discours lorsqu'il parlait de foule, ou bien de la NUPES. D'émeutes, en fait, il y a un mot qui est extrêmement frappant hier et qui a été sujet d'ailleurs à beaucoup d'ajustements, puisqu'on a eu ce propos sur l'émeute ne l'emporte pas face aux représentants du peuple. L'émeute en un mot, et qui a un temps été compris comme l'émeute en deux mots. Donc effectivement, on voit là qu'il y a tout un vocabulaire en fait qui est très choisi, où le chef de l'État essaie de montrer qu'aujourd'hui l'expression de la rue, en fait, est une expression désordonnée et représente le chaos, et que lui sera là pour maintenir en fait le calme et respecter les institutions face à ce désordre qui est alimenté par ses ennemis préférés, qui sont les députés de la France insoumise. Marc Lazare, est-ce que l'on a affaire à un mouvement de masse? De quel mouvement s'agit-il d'ailleurs? Puisqu'il y a donc, encore une fois, des manifestations syndicales. Il y a aussi différentes enquêtes d'opinion qui donnent cette réforme majoritairement impopulaire, très majoritairement impopulaire en démocratie. Quels sont les signaux dont le pouvoir doit tenir compte? Je crois évidemment de l'importance de ces manifestations, de ces mobilisations, de certaines grèves. Alors attention, là aussi d'un point de vue historique, on n'est pas en 68 avec 10 millions de grévistes quand même. On n'est même pas dans la situation de... Pour le moment, peut-être que ça va exploser dans les jours à venir, après la journée de demain, qui va être une journée sans doute importante. On n'est pas non plus dans la situation de 1995, où les grèves étaient encore plus importantes. On sait pourquoi, manifestement. C'est que dans le contexte actuel d'inflation et de gros problèmes de pouvoir d'achat, beaucoup de salariés hésitent à faire une journée de grève, voire plusieurs journées de grève, parce que ça a une conséquence directe sur leur bulletin de paie et donc sur leur vie quotidienne. Mais incontestablement, et notamment grâce aux manifestations organisées par l'intersyndicale unie depuis très longtemps, on a un immense mouvement relayé par une opinion publique. On a beaucoup eu de sondages là-dessus qui sont tous concordants, et notamment le rejet de cette réforme parmi les salariés, et notamment la population active. C'est près de 80% de la population active qui rejette ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Alors en revanche, à côté de ça, il y a ce à quoi on assiste depuis lundi, c'est-à-dire ces manifestations spontanées. Bon, moi j'ai un tout petit doute sur cette question de la spontanéité par expérience historique, et j'allais presque dire expérience politique, parce qu'on sait qu'il y a toujours un certain nombre de petits groupes qui, dans ce cas-là, s'agissent, et on sait lesquels. Alors ça, ces manifestations-là, elles sont importantes? Est-ce que ce sont des épisodes dont il faut tenir compte? Alors, je pense qu'il faut en tenir compte. Apparemment, là aussi, il faut être très prudent. Là, on est vraiment sur la réalité. Il faudra avoir beaucoup d'instruments d'analyse sociologique et quantitative pour savoir combien de personnes sont mobilisées. Hier, la police disait 3500 personnes sur la place de la République. On peut penser que si elle dit 3500, il y en a un peu plus. Il faudrait avoir une cartographie, donc un peu de prudence méthodologique. Dans d'autres villes de France aussi. Oui, absolument. Et notamment dans les petites et moyennes villes y compris. Et donc, je crois qu'il y a effectivement sans doute des petits groupes organisés. Il y a un deuxième cercle de jeunes indignés et qui expriment aussi leur colère sur beaucoup d'autres motifs. Mais Guillaume, vous rappelez l'enquête qu'on avait faite pour l'Institut Montaigne avec Olivier Galland, qu'on a appelé une jeunesse plurielle. Alors, ça ne portait pas là-dessus par définition. C'était une cartographie quand même sur un échantillon représentatif de 8000 personnes. Et ce qui nous avait beaucoup frappé sur justement le comportement politique des jeunes, c'était qu'on avait près d'un jeune sur deux qui disait qu'il était légitime d'insulter le chef de l'État, quel que soit le chef de l'État,
l'État, qu'il y avait près d'un jeune sur deux, qu'il était normal de se confronter avec les élus pour exprimer sa colère, qu'il y avait près d'un jeune sur 4 qui était prêt à aller manifester, quelle que soit la cause de la manifestation, et un jeune sur 5, 22% exactement, qui considérait qu'il était légitime pour exprimer sa colère, de pratiquer la violence, de détruire le mobilier urbain. Alors, ça nous avait beaucoup intéressé, si j'ose dire, parce qu'on voyait un potentiel qui était là. C'était il y a un an. Exactement, il y a un an. Et donc, j'allais dire, ça ne m'étonne pas ce qui se passe actuellement, parce qu'on l'avait saisi, on l'avait photographié. Comme cette enquête a eu beaucoup d'écho, excusez-moi de ce petit moment d'auto-publicité, parce qu'on en a beaucoup parlé, grâce à vous, grâce aux médias. On a fait, avec Olivier Galland, je ne sais combien de rencontres avec des responsables qui s'occupent de la jeunesse. Aucun responsable politique, à part une candidate dont je tairai le nom à l'élection présidentielle, avait lu cette enquête et nous avait demandé d'approfondir un peu. Claire Gatinois. Oui, je voulais juste revenir effectivement sur un point en lien avec ces mobilisations. C'est que on a le même argument en fait que s'opposent à la fois les syndicats et le chef de l'État, qui est de dire finalement au cours des dernières semaines, les mobilisations jusqu'ici se sont déroulées dans le calme. Donc les syndicats ont dit, voilà, on vous parle calmement, écoutez-nous. Sinon, ça risque de déborder et là, la situation nous échappera. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu le même argument qu'utilise Emmanuel Macron pour dire, regardez, les mobilisations ne sont plus aussi nombreuses et désormais, elles sont violentes. Donc, on ne peut plus les tolérer. Donc, on a en fait deux confrontations qui sont assez intéressantes et qui s'opposent assez radicalement et qui posent la question de savoir comment pourrait évoluer justement ce mouvement social. Avec une question, à quoi sert et à qui sert le désordre aujourd'hui, Claire Gatinois ? Alors, je pense que la réponse, et je me tourne vers M. Lazare, est peut-être plutôt historique. Aujourd'hui, tous les dirigeants politiques s'inquiètent justement que tout ce chaos in fine, profite aux extrêmes, et en particulier à Marine Le Pen, qui prend soin de ne pas se mettre en avant. Après, à court terme, peut-être qu'Emmanuel Macron espère... on ne peut pas dire qu'il va profiter du désordre, mais en tout cas qu'il peut se poser en justement représentant de l'ordre. On se souvient de ce propos sur le camp de la raison. Il essaie d'incarner en fait la rationalité, la légitimité des institutions, l'ordre contre le chaos. En tout cas, si on prend la carte des mobilisations, je parle cette fois-ci des mobilisations syndicales, il y a une carte extrêmement intéressante qui est aujourd'hui fournie par Le Figaro. On voit que la Bretagne a été très fortement en lutte, que les villes moyennes ont été surreprésentées. Et on voit aussi que le centre Val-de-Loire et l'Occitanie ont été très mobilisés. Et cette carte, elle est particulièrement intéressante parce que on voit que de petites villes comme Figeac, par exemple, ont été, je vois Annonay, ont été la ville du ministre du Travail, ont été le siège de manifestations extrêmement importantes si on les compare avec leur population. Par exemple, on a 3000 manifestants à Nice, donc assez peu, et 7400 à Pau. Ça, c'est quelque chose d'assez notable et d'assez distinct des précédentes manifestations. Marc Lazare. Oui, incontestablement. Enfin, c'est les premiers éléments qu'on a. Là encore, il faudra observer, analyser, avoir des enquêtes, etc. Mais incontestablement, il y a une très bonne enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès là-dessus, sur justement toutes ces petites et moyennes villes qui sont mobilisées, qui font aussi évoquer un peu ce qui s'était passé d'ailleurs au moment des Gilets jaunes. Mais par rapport à la question de la violence, je crois que vous avez raison, Claire Gatinois, c'est-à-dire que le président de la République se dit, bon, le mouvement n'a pas obtenu ce qu'il voulait. On peut espérer qu'il va y avoir une forme de fatigue, de résignation, de lassitude. C'est peut-être un pari très risqué. Et donc, on a les choses habituelles, c'est-à-dire un processus de radicalisation de ceux qui sont plutôt dans une perception, dans une perspective minoritaire, avec quand même, il faut le dire aussi, une France insoumise qui pousse un peu à ça, hein, qui joue beaucoup là-dessus pour essayer justement d'attirer à elle, dans les perspectives des futures élections, de futurs électeurs. Mais moi, il y a deux choses, je crois, qu'il faut prendre en considération. D'une part, c'est le niveau rarement atteint de défiance politique. Et l'enquête, là encore, qui a été sortie par le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, sous la responsabilité de Bruno Cotresse, que Le Monde a publié la semaine dernière, montrait comment la France
était le pays qui a batté des records de défiance par rapport à l'Allemagne, au Royaume-Uni et même à l'Italie. En Italie, actuellement, Madame Meloni a une sorte de lune de miel, comme disent les Italiens, d'état de grâce, comme nous le disons. Alors les chiffres, effectivement, 3/4 des enquêtés disent ne pas avoir confiance dans le gouvernement. 64% estiment que la démocratie fonctionne mal ou très mal. Ce sont des chiffres accablant pour notre régime. Et par ailleurs, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis quelque temps, c'est qu'on avait eu l'impression qu'une forme de recours à la violence était rejetée par les opinions depuis, en gros, les années 80-90 du XXe siècle. Or, on voit qu'une partie de l'opinion des Français peut accepter des formes de violence. Et ça a été quand même ce qui était frappant au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, au moment des Gilets jaunes, même comme les manifestations étaient violentes, il y avait encore une grande partie des Français qui soutenaient l'usage de la violence. Mais là aussi, il faudrait faire une histoire de la violence politique. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours avec Gérard Noiriel. Il y a le 6 février 1934, où là, il s'agissait donc d'une violence qui visait les hommes. Il y a aujourd'hui, certes, des actions violentes qui visent les hommes, mais on a aussi affaire, là, ces derniers jours, c'était tout d'abord des poubelles brûlées, ce type d'actions qui sont des actions qui marquent, qui sont assez fortes sur le plan donc, de l'image, mais qui relèvent d'une autre forme de violence, Marc Lazare. Oui, certainement. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est cette idée qui s'est répandue dans une partie du corps social que, effectivement, dans ce pays, on ne peut se faire entendre que comme cela. Et ça, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Et ça, c'est l'expérience des Gilets jaunes. Ils ont quand même obtenu des choses en cassant tout. Et ça renvoie à une dernière chose. C'est le fait que, finalement, ce gouvernement, sur cette question, n'a pas voulu rentrer dans une logique de compromis social. Ce qui a été recherché, c'est un compromis politique avec les Républicains qui a en plus échoué. Donc, il y a un double échec. L'échec du compromis politique et l'échec du compromis social. Et là, il y a un problème par rapport aux institutions de la Ve République, incontestablement. Claire Gatinois. Oui, je peux qu'abonder dans votre sens. Effectivement, il y a une violence aujourd'hui que on a un petit peu le sentiment, en tout cas dans les manifestations, qu'il y a ce verbatim de vous l'avez bien cherché, en fait. On a essayé de vous expliquer quel était notre sentiment. Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des Gilets jaunes, et c'est vrai que aujourd'hui, l'Élysée frémit un petit peu en regardant ce qui se passe, parce qu'effectivement, reviennent les mêmes mots de mépris, d'arrogance, qui visent non plus seulement la réforme des retraites, mais Emmanuel Macron. On a de nouveau des actes extrêmement symboliques, extrêmement violents, le fait de brûler des effigies qui représentent Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des violences dans les manifestations, on brûle les poubelles, mais on vandalise aussi des permanences d'élus. On voit aussi que le malaise des députés et le fait qu'ils sont aujourd'hui assez abasourdis et parfois même en colère contre le chef de l'État, c'est parce que eux payent les pots cassés, en fait. Ils font les frais, justement, de ces décisions présidentielles. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron décide de ce 49-3, ce sont leurs permanences qui, par la suite, se font caillasser. On se retrouve dans quelques instants, Claire Gatinois, Marc Lazare, pour évoquer la période politique que nous sommes en train de vivre. 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie de l'historien Marc Lazare, de la journaliste au Monde Claire Gatinois. Quelles sont les possibilités offertes à Emmanuel Macron aujourd'hui, Claire Gatinois ? Alors, il a pas mal d'outils à sa disposition et peut-être qu'on peut commencer par les outils qu'il ne veut pas utiliser et qu'il a d'ores et déjà écartés, notamment hier devant ses députés. Il y a celle de la dissolution, une arme qu'il a maintes fois évoquée, mais davantage pour faire peur plutôt que pour véritablement l'utiliser, puisqu'on sait que ce serait assez contre-productif pour lui, puisque il y a peu de chances que les députés Renaissance sortent grandis d'une élection aujourd'hui, qui plus est après cet épisode sur la réforme des retraites. L'autre possibilité est d'organiser un référendum
qu'appelle une partie des députés pour remettre à plat, relégitimer d'une certaine façon la réforme des retraites en faisant appel à la population dans son ensemble. Un autre outil qu'Emmanuel Macron, on peut d'ores et déjà le pronostiquer, n'utilisera pas puisqu'il sait a priori qu'il sera perdant. On le disait tout à l'heure, cette réforme est hautement impopulaire. Il lui reste donc le remaniement. Le remaniement gouvernemental, essayer de donner un nouveau souffle en fait à ce second quinquennat qui manque déjà d'oxygène seulement 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Pour le moment, l'option reste sur la table. Elle n'est pas du tout écartée. Elisabeth Borne est toujours en poste à Matignon, malgré le pronostic qui avait été fait en disant, même elle, d'ailleurs, elle s'estimait, c'était auto-qualifiée de fusible, donc imaginait qu'elle pourrait être démise, ou en tout cas qu'elle devrait présenter sa démission. Elle ne l'a pas fait. Le soir du vote un peu ric-rac de la motion de censure, elle a été convoquée à l'Élysée. Je pense que peut-être elle-même se demandait quel serait son avenir. Finalement, Emmanuel Macron a jugé qu'il n'était pas opportun dans la situation actuelle, finalement, de tout chambouler. Et peut-être essaie-t-il de se garder en fait encore des cartouches avec le risque de se dire que finalement, si on attend trop longtemps avant de donner un signal pour montrer qu'on a entendu ce qui s'est passé à l'Assemblée et ce qui se passe en ce moment dans la rue, attendre trop longtemps, on pourrait finir par finalement ne plus avoir d'effet productif et perdre justement tout l'intérêt. Mais alors, changer de Premier ministre, pourquoi faire ? Il y a une interview d'Édouard Philippe dans le Figaro aujourd'hui. Celui-ci explique que la réalité de la politique française aujourd'hui, c'est d'être tripartite. Et si on est dans cette configuration-là, que faire, Claire Gatinois ? Alors, en fait, il y a une question qui est soulevée par beaucoup d'élus macronistes, qui est de trouver quelqu'un, un ou une première ministre qui reflète la situation du Parlement. Ce qu'on reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est d'agir en fait comme s'il avait aujourd'hui une majorité absolue. On voit, il essaye de trouver des compromis par-ci, par-là, mais voilà. Il a essayé de le faire avec les Républicains. Exactement. Et en fait, aujourd'hui... Mais c'est a priori le seul espace politique possible. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, on se dit... Est-ce que ce macronisme qui se revendiquait et de gauche et de droite a encore toute sa place ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister d'une certaine façon à la fin de ce macronisme ? Puisqu'aujourd'hui, la seule main qui peut lui être tendue est celle des Républicains. Et plutôt qu'être et de gauche... Une demi-main. Oui, c'est une demi-main, exactement. Une toute petite main qui risque même de ne pas lui apporter la majorité. 2/3 de main. Et surtout, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que 2017, Emmanuel Macron se présente et de gauche et de droite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'est ni de gauche ni de droite. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire des compromis avec la gauche, il n'arrive pas à faire de compromis avec les écologistes, et il n'y arrive pas non plus avec les Républicains, qu'il faut le reconnaître, semblent être un peu perdus dans leurs repères idéologiques. Marc Lazare, votre sentiment là-dessus, vous connaissez bien les coalitions, pour être notamment un spécialiste de l'Italie. Il y a donc une situation politique inédite en France. Quel type de coalition pourrait voir le jour, sachant encore une fois que partie des problèmes de la majorité vient du fait que les Républicains n'ont pas apporté leur soutien massif à ce projet de réforme des retraites, alors même que certains d'entre eux, il y a ça dans le Canard enchaîné par exemple du jour, certains d'entre eux avaient jadis voulu une réforme des retraites qui s'approchait fortement de celle que le gouvernement aujourd'hui veut. Effectivement, c'est très compliqué cette situation parce que dans la Ve République, la seule comparaison qu'on pourrait faire, c'est à l'époque de Michel Rocard, quand il était Premier ministre et qu'il y avait une majorité relative pour le soutenir. En plus, le soutenir avec beaucoup de difficultés à l'intérieur des socialistes eux-mêmes, puisque les 3/4 étaient anti-rocardiens. Et ce qui a été fait, en général, on souligne les qualités justement du travail qu'a fait Michel Rocard, même s'il y a eu beaucoup de limites. On avait fait tout un livre sur Michel Rocard, Premier ministre, il y a quelques années.
Et on l'avait très bien montré. On rend hommage à Guy Carcassonne, qui était un des conseillers de Michel Rocard pour ce qu'il appelait les majorités stéréo, où il jouait un peu sur les uns et sur les autres. Bon, manifestement, je rappelle qu'en 2022, lorsque on est sorti des élections avec cette majorité relative, on avait dit, enfin, la France va pouvoir aller vers une forme de culture de compromis. Manifestement, c'est impossible. Et c'est impossible, pourquoi ? D'abord à cause de la situation des Républicains, on l'a dit, aussi à cause de la situation du Parti Socialiste et des Verts, c'est-à-dire qu'ils sont sous la coupe de la France Insoumise. Entre parenthèses, ce qu'a dit Jean Lémarie sur la France Insoumise, il y a aussi un objectif lié à la France Insoumise comme formation politique. Un, pour refaire l'unité de la France Insoumise après tous les déboires qui étaient apparus au sein de la formation. Et deux, pour écraser une bonne fois pour toutes les Verts, le Parti Socialiste et les communistes, parce que la formation leader aujourd'hui, c'est LFI. C'est pas tellement la NUPES, c'est LFI. Mais laissons ça de côté. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, puisque il se trouve que j'avais étudié, on a fait un bouquin là aussi sur Emmanuel Macron en 2017, c'est effectivement qu'est-ce qu'il en reste de ce macronisme ? Vous l'avez rappelé, au départ, c'est de droite. Enfin, d'abord, c'est ni de droite ni de gauche, 2016. Et puis, 2017, très rapidement, janvier 2017, il se rend compte que ni de droite ni de gauche, ça ne va pas. Et donc, c'est et de droite et de gauche. Et il y avait un certain nombre d'éléments constitutifs du macronisme autour d'une forme de développement économique, mais de politique sociale, de dimension écologique, et l'Europe. Et effectivement, plus son intuition, qu'il faut reconnaître chapeau bas, c'était de dire, dès 2016, les grands partis politiques sont finis. Et Parti socialiste et la droite. Et donc, il y a un espace pour quelqu'un qui se présentait comme un homme nouveau. On est dans une situation aujourd'hui où, je crois, on voit effectivement les limites du macronisme qui sont liées à plusieurs choses. Un, l'incapacité de véritablement essayer de créer, j'allais dire, une sorte de corpus peut-être idéologique, enfin de grande programmation, et à cause de ça, à cause de ce déficit, finalement, c'est de la navigation à vue. Une fois une mesure de gauche, prenons l'exemple de la formation de ce gouvernement, on met Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, c'est la surprise par rapport à Blanquer, et puis une série de mesures de droite. Et c'est la navigation à vue en permanence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le refus d'Emmanuel Macron de constituer une formation ancrée dans le pays, c'est-à-dire de créer un parti. Avec Thierry Pêche, Bruno Cotresse et Thomas Vitiello, on avait fait une enquête en 2018 sur les marcheurs. Là aussi, près de 9000 réponses dans une liberté totale que nous avait donnée La République En Marche pour faire cette investigation. Et on voyait combien, déjà en 2018, plein de gens étaient venus dans cette formation comme une formation qui apparaissait neuve et qui était déjà déçue parce qu'il n'y avait aucune vie démocratique et aucun ancrage territorial. Et il l'a payé très fort et il le paye très très fort. Et quand vous ajoutez à cela le fameux chapitre, moi j'arrête pas de le répéter, de Révolution, dans lequel il exprime son point de vue sur les partis politiques, sur les organisations syndicales, sur en général les corps intermédiaires, sur les organisations syndicales, dans lequel il dit ils ne défendent que leurs propres intérêts. Et donc son idée, c'était effectivement ce qu'on a appelé la conception jupitérienne, pour ne pas dire quasiment bonapartiste, des institutions de la Ve République. On a parlé aussi de populisme du centre. Alors, c'est une expression qui a été employée pour la première fois pour Matteo Renzi. En Italie, donc 2014. Or, c'est intéressant, effectivement, votre rappel, parce que lorsque le macronisme se met en marche à partir de 2016-2017, il regarde beaucoup du côté italien. Il regarde du côté italien à la fois l'expérience de Matteo Renzi et le mouvement 5 étoiles. Évidemment, ils sont en désaccord sur beaucoup de choses, le mouvement 5 étoiles, mais c'est les formes inédites d'organisation, notamment tout ce qui était refus d'organiser le parti comme un parti classique. D'ailleurs, c'est la même idée qu'a Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, et jouer beaucoup sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les technologies modernes. Bon, tout ça arrive manifestement à épuisement, et puis il faut ajouter deux éléments, et je termine juste là-dessus. Il y a un élément de cohérence, cela dit, chez Macron, c'est l'Europe. Ça, c'est resté la boussole, la ligne directrice. Et ce à quoi on assiste, et ça, c'est frappant, à peine réélu en 2022, tout le monde pense à la fin de son mandat et donc au destin de ce macronisme. Qu'est-ce qui va en rester ? Ça, vraiment, c'est la grande question qui commence à se poser. Il y a presque bientôt des frondeurs au sein du macronisme. Avec Claire Gatinois, d'une part, la malédiction
du second mandat, d'autre part, effectivement, la difficulté de remobiliser des troupes dans cette perspective-là. Oui, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, on a un président qui est un petit peu à bout de souffle. Il avait très bien réussi, au moment de son premier quinquennat, à mettre en scène son acte 2, le grand débat. Aujourd'hui, on a entendu encore hier soir un chef de l'État qui proposait une nouvelle méthode. Mais aujourd'hui, qui peut encore y croire? Et ce que disait M. Lazare est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le sentiment en fait, d'une promesse qui a été un peu trahie par Emmanuel Macron, qui était l'homme nouveau, celui qui allait bousculer le système. Et en fait, aujourd'hui, ressort l'image d'un président qui incarne le vieux monde, le pouvoir vertical. Et vous parliez tout à l'heure, effectivement, de ce populisme du centre. C'est assez intéressant, en fait, parce que je vais vous reciter une phrase que disait Gérald Darmanin en 2017. C'est la fin de la Ve République telle qu'on la connaît. Monsieur Macron n'aura pas de majorité, ou alors de circonstances. Et cela durera ce que durent les amours de vacances. Loin d'être le remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif. Son élection, ce qu'au diable ne plaise, précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. Alors, dans ce vide, le populisme le plus abject arrivera, celui de Madame Le Pen, à n'en point douter. C'est assez terrifiant. C'était une tribune de Gérald Darmanin. Depuis, il a changé d'avis. En 2017. Depuis, il a changé d'avis. Mais c'est vrai que on voyait très bien le ressort qu'avait Emmanuel Macron de bousculer un système qui était à bout de souffle, des organisations démocratiques, des institutions qu'il faut un peu dépoussiérer. Et aujourd'hui, en fait, plane le risque que finalement, ce soit lui qui participe en fait finalement de la décrépitude de la Ve République. Jean Lémarie. Je rebondis sur ce que disait Claire à l'instant. Vieux monde versus nouveau monde. Effectivement, Emmanuel Macron voulait incarner ce nouveau monde contre le vieux monde. Mais le paradoxe, ici je vous suis, c'est qu'il est effectivement comme une nouvelle représentation du vieux monde, en tout cas dans une conception très verticale, très solitaire, pour ne pas dire très isolée aujourd'hui du pouvoir, alors même que les attributs classiques du vieux monde, eux, se sont complètement effilochés. Alors, son parti, vous le disiez, effectivement, on pourra bientôt, effectivement, parler de frondeurs au sein de la Macronie, c'est très net. Hein. On a déjà des frondeurs chez Horizon. Il y a déjà des frondeurs chez Horizon. Les relations sont très tendues entre Renaissance, Horizon, le Modem. On l'a vu lors des débats des derniers mois. Mais au sein même du mouvement du parti Renaissance, c'est aujourd'hui très difficile. Et des voix de protestation, peut-être pas encore de contestation, mais de protestation se font entendre. On le voyait hier avec Gilles Legendre. Et puis, tous les autres attributs du vieux monde autour, c'est-à-dire les partis qui étaient constitués avant, ceux à partir desquels aussi Macron s'est construit en s'y opposant. À droite, évidemment, les Républicains qui sont en pleine déliquescence. À gauche, on en parlait à l'instant avec Marc Lazare, c'est un peu le même tableau. Ça n'existe plus, donc il ne peut plus non plus s'appuyer là-dessus. Quant aux syndicats, qu'on évoquait aussi tout à l'heure, il ne veut pas leur parler. Il estime qu'ils n'ont pas de place au niveau national, mais que leur place est au niveau des entreprises. Je caricature volontairement, mais donc des attributs du vieux monde sans les bons côtés, je mets des guillemets, du vieux monde, et ça, c'est très difficile. Oui, mais alors, il y a effectivement les mots qui peuvent affecter le macronisme et puis les mots qui affectent en général notre vie politique. Vous citiez la psychologie des foules, autrement dit un classique du début du XXe siècle, où Gustave Le Bon expliquait, Marc Lazare, à quel point il était possible de fanatiser les foules. C'était une époque de masse, de partis de masse. Aujourd'hui, on a affaire à des individus qui ont plus envie d'obéir à leur propre injonction plutôt qu'à celle de partis de masse. Dès lors, si on regarde en dehors de Renaissance, d'Horizon, bref, des différents partis qui composent la majorité présidentielle, on voit mal finalement un parti qui serait en mesure de gouverner de manière plus confortable que ne fait aujourd'hui Renaissance en pareil cas. C'est un peu un problème qui se pose à toutes les organisations qui étaient jadis des organisations de masse. Oui, c'est vrai, parce qu'on a à cet égard, toujours dans le cas du baromètre, la confiance envers les partis politiques est de 16%.
Et en plus, dans un pays comme la France, qui historiquement a toujours eu des partis assez faibles, on n'a jamais beaucoup adhéré aux partis politiques en France. Et donc, ça contribue aussi au dysfonctionnement des institutions de la Ve République. On a cette tripolarisation, effectivement, dont parle Édouard Philippe, mais en plus, les partis politiques ont beaucoup de mal à, j'allais dire, jouer le rôle classique que jouent les partis politiques dans des organisations, enfin dans des régimes démocratiques, c'est-à-dire de canalisation, d'intermédiaire entre la société et la décision politique. Il est vrai qu'il n'y a pas qu'en France, c'est dans beaucoup d'autres pays. Mais en France, ça atteint effectivement un point important. Et du coup, en même temps, ce à quoi plus exactement on assiste en ce moment, me semble-t-il, c'est intéressant parce que d'un côté, il y a ce que vous évoquez, Guillaume, c'est-à-dire ces formes de mobilisation qui tout à coup peuvent se développer, qui sont parfois des mobilisations importantes, mais éphémères, qui ne se structurent pas. Alors, il y a un anthropologue, Notre vie sociale n'est envahie que par ces formes-là depuis quelques années. Voilà. Alors, il y avait un anthropologue qui l'avait anticipé, qui est décédé malheureusement, qui était un de mes collègues à Nanterre, Pierre Bouvier. Il appelait ça des ensembles populationnels cohérents. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que tout à coup, sur un sujet, on peut avoir comme ça des mobilisations de population qui, par exemple, au moment des Gilets jaunes, qui vont pouvoir s'organiser, et puis après, ils gagnent ou ils ne gagnent pas, mais ça se dissout, ça ne débouche pas sur une structuration des organisations. Alors ça, effectivement, on peut dire qu'on est en train d'assister à ça actuellement, mais avec une nuance, c'est le retour des syndicats. Alors des syndicats qui ne recrutent pas beaucoup, apparemment la CFDT a connu une certaine augmentation du nombre de ses inscrits, mais cette fois-ci, effectivement, les organisations syndicales ont réussi pour un temps en tout cas, peut-être vont-elles continuer à le faire, à organiser des mobilisations importantes. Mais ça soulève une grande question vraiment dans ce pays, c'est l'organisation de la démocratie sociale. Ça vraiment, ça devient un problème considérable et ce n'est pas facilité. C'est la question que pose le MEDEF aujourd'hui, alors ça, c'est extraordinaire. De son président Geoffroy Roux de Bézieux. C'est extraordinaire. On est quand même dans un... Excusez-moi, je vais avoir un petit moment d'indignation. On est dans un moment d'hypocrisie de tout le monde. C'est-à-dire, le MEDEF veut cette réforme des retraites et maintenant dire on aurait peut-être dû quand même organiser des négociations. C'est pas bien ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, les Républicains disent c'est pas bien cette réforme, alors que depuis des années, ils veulent faire passer, y compris Édouard Philippe, qui voulait une réforme à 65 ans. Donc, effectivement, mais vous vous rendez compte de l'effet sur les populations qui, justement, sont déjà dans une situation de défiance par rapport aux politiques. C'est vraiment très, très, très dangereux. Mais Claire Gatinois, quel est le parti aujourd'hui qui s'en sort le mieux? Est-ce la NUPES? Alors, ce n'est pas un parti, c'est une coalition. La France Insoumise, le Rassemblement National. Beaucoup de gens penchent sur le Rassemblement National en matière de gagnants et de cette séquence politique. En êtes-vous sûr? Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, on est sûr de rien en ce moment. Et c'est assez intéressant parce que, effectivement, on a assisté avec l'avènement d'Emmanuel Macron à la décomposition en fait, politique de ce fameux vieux monde avec ce clivage gauche-droit qui rythmait notre vie politique sans qu'il y ait une véritable recomposition. Et aujourd'hui, il y a le Rassemblement national qui est par définition le réceptacle en fait des colères populaires. Mais aujourd'hui se pose la question de va-t-il continuer justement à être ce réceptacle étant donné la défiance immense qu'il y a aujourd'hui au sein de la population vis-à-vis de l'ensemble des partis politiques. Et ce choix qu'a fait le Rassemblement national et Marine Le Pen de se normaliser, de se standardiser, de respecter, d'être très respectueux des institutions, qui est un choix totalement à rebours de celui qu'a fait la France Insoumise, qui voulait incarner la première opposition au pouvoir en place. Aujourd'hui, finalement, on ne sait pas si le Rassemblement national récupérera les fruits de cette colère, puisqu'aujourd'hui, ils sont partie intégrante du système. Ça peut être aussi la France Insoumise. Enfin, on a affaire... C'est Sloterdijk qui expliquait que les partis populistes étaient des banques de colère. Alors, il y a cette possibilité-là avec le RN. Est-ce qu'il peut y avoir cela avec d'autres partis, Marc Lazare? En tout cas, en France, je crois que c'est le RN. Il y a, là encore, je fais beaucoup de citations parce qu'on lit beaucoup de choses intéressantes en ce moment. Il y a un papier qui vient de sortir de Gilles Ivaldi à partir du baromètre, justement, du Cevipof pour essayer de comprendre pourquoi il y a une progression des formations de droite extrême, de droite radicale, appelez-les comme vous voulez. C'est très intéressant ce qu'il démontre parce que d'un côté, il y a globalement une politique de recentrage de ces formations qui veulent apparaître comme justement la dédiabolisation. Ce qui est le cas italien.
Alors, le cas italien est emblématique, évidemment, parce que Giorgia Meloni, au fur et à mesure que les élections arrivaient, a commencé à se recentrer, et plus ou moins, j'ai bien plus ou moins, elle continue de le faire depuis qu'elle est au pouvoir. Et en même temps... Ça veut dire quoi, d'ailleurs? Ça veut dire que finalement, le système politique l'a avalée et est en train de la changer? Alors ça, c'est ma thèse, si vous voulez. Mais, Je suis content que ce débat là. Non, mais c'est ma thèse que cette démocratie italienne qu'on présente toujours comme faible a une capacité formidable de résilience. Et que face à toutes les charges protestataires qui ont existé historiquement dans ce pays, il y a cette capacité d'absorption. Et pourquoi il y a cette capacité d'absorption? Entre autres parce que c'est un régime parlementaire, alors qu'il peut être dénigré parce que du coup, c'est des compromissions, etc. Mais une fois que ces formations arrivent en situation de responsabilité, elles sont véritablement absorbées comme une sorte de grand matelas, comme ça, qui... Plus le rôle du président de la République qui est capital. La personnalité la plus populaire en Italie, c'est monsieur Sergio Mattarella, qui est un vieux démocrate chrétien, qui a une grosse expérience politique, et donc progressivement, et plus l'Union européenne, qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez par rapport à ce que vous annonciez. Donc ce que démontre Gilles Livaldi, c'est que d'un côté, il y a cette politique de recentrage, entre guillemets, de dédiabolisation, mais qu'en même temps, les thématiques de ces formations innervent, se diffusent dans la société, ce qui fait qu'entre, d'un côté, la stratégie de recentrage et de l'autre côté, le fait qu'un certain nombre d'idées passent dans la société, ça peut être la formule gagnante. Un mot de conclusion, Claire Gatinois. Écoutez, sur la capacité des mouvements populistes à récupérer cela ou bien à être récupéré par le système? Alors en fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout la grande question qu'on se pose, c'est justement est-ce qu'on assiste au début d'un tournant justement dans ce mouvement social qui sera à même de faire changer les choses et d'obliger Emmanuel Macron de le pousser dans ses derniers retranchements. Ou alors on assiste une fois de plus à un mouvement qui va finir par s'étouffer, au risque de recommencer finalement comme avant. Voilà, d'ici 6 mois, la situation s'apaise, bon an, mal an. Et à ce moment-là, en fait, peut-être que ça risque peut-être d'être un petit peu plus inquiétant et plus dangereux, parce que la colère pourrait ressurgir au moment des élections en 2027, où là, c'est la grande incertitude. Merci Claire Gatinois, on vous retrouve dans les colonnes du Monde. Merci à Marc Lazare et à Jean Lémarie. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité dans les matins de France Culture.